Principe de la datation absolue. Alors, bien se souvenir qu'un chronomètre radioactif, on dit aussi radiochronomètre, c'est un couple d'atomes qui permet d'obtenir des estimations quantitatives de l'âge d'événements géologiques en se basant sur la loi de la désintégration radioactive. La courbe que l'on appelle quelquefois la courbe Concordia, c'est une courbe de coordonnées paramétriques y sur x avec y égale le plomb 206 sur l'uranium 238 et x égale, donc j'ai bien dit avec y égale, plomb 206 sur uranium 238 et puis x égale 207, enfin le plomb 207 sur l'uranium 235. Donc c'est le lieu des points dont l'ordonnée et l'abscisse vont donner des âges identiques pour chacune des méthodes uranium sur plomb. Donc bien se souvenir que la demi-vie d'un isotope, qu'on appelle également la période, c'est le temps nécessaire à la désintégration de la moitié des éléments pairs radioactifs. La désintégration radioactive, donc on a un élément radioactif contenant un atome instable va se désintégrer spontanément en libérant une particule riche en énergie et donne naissance à un isotope stable. La droite isochrone, bien connaître également, donc c'est une droite qui est formée par l'alignement d'échantillons ayant une même composition isotopique et le même âge. La pente de cette droite permet de calculer l'âge de la roche. Fermeture du système, on rappelle que c'est le moment à partir duquel l'échantillon est isolé du milieu extérieur. L'isotope fils radiogénique, c'est un isotope stable, et l'isotope pair radioactif, c'est un isotope instable. Cette chronologie absolue peut être vue sous deux aspects différents. L'aspect désintégration d'un isotope radioactif, qui va nous conduire à une formule. Et si P0 est inconnu, eh bien, il y a la méthode de la droite isochrone. Donc globalement, la désintégration d'un isotope radioactif, vous construisez le graphe quantité de l'isotope en fonction du temps. Donc vous avez une courbe décroissante globalement, correspondant à l'élément pair qui disparaît, et vous avez une courbe globalement croissante qui va correspondre à l'élément fils qui apparaît. Et au croisement de ces deux courbes, vous allez avoir une correspondance avec avec grand T, donc le temps grand T, qui s'appelle la période. Et bien sûr, la période correspond à, si on part de la quantité d'isotope initiale, si c'est P0 par exemple, eh bien P0 sur 2 correspondra à la moitié de l'isotope qui a disparu. Et donc la moitié de l'apparition de l'élément fils. Et donc on a des points d'intersection, grand T pour la période et P0 sur 2. Des isotopes pairs radioactifs vont se désintégrer, on parle de désintégration radioactive, en isotopes fils. Le rubidium 87 va donner le strontium 87. Le potassium 40 va donner l'argon 40. L'uranium 238 va donner le plomb 206, ou bien l'uranium 235 va donner le plomb 207. Imaginez un sablier. Dans la partie haute, il y a un nombre d'isotopes pairs mesurables que l'on va appeler grand N. Dans la partie du milieu, donc à l'intersection entre la partie haute et la partie basse du sablier, vous allez avoir la valeur de la constante de désintégration lambda radioactive connue. Et dans la partie basse du sablier, vous allez avoir le nombre d'isotopes fils, grand N indice petit t, mesurable. Donc, le nombre d'isotopes pairs est mesurable, c'est grand N. Le nombre d'isotopes fils est mesurable, c'est grand N indice petit t. Par conséquent, grâce à la formule que je vais vous donner tout à l'heure, il est possible de calculer le temps écoulé
depuis la fermeture du système, et ce temps, nous pouvons l'appeler petit t. La formule est grand N indice petit t égale grand N, et vous mettez entre parenthèses E puissance lambda t, et ceci moins 1. Application de la datation absolue aux roches. Les principales roches datées seront des roches magmatiques ou des roches métamorphiques. Les échantillons utilisés pour la mesure des isotopes seront des minéraux ou bien des fragments de roches. Les phénomènes datés seront, par exemple, une cristallisation, ou bien un refroidissement, ou bien le métamorphisme de la roche. Quelles sont les méthodes de détermination de l'âge? Eh bien, 3 possibilités. Vous pouvez utiliser le couple rubidium-strontium, ou bien le couple potassium-argon, ou encore le couple uranium-plomb. Alors, comment utiliser les 3 méthodes? Si vous utilisez le couple rubidium-strontium, il faut faire le graphe strontium 87 sur strontium 86 en fonction de rubidium 87 sur strontium 86. Donc, vous allez mesurer sur les échantillons. Vous allez obtenir une droite isochrome et la détermination de la pente petit a vous permet de déterminer le temps petit t, sachant que petit t égale log népérien entre parenthèses de petit a plus 1. Petit a, donc, c'est la pente de la droite isochrone. Et le tout, donc log entre parenthèses de a plus 1, le tout sur lambda. Si vous utilisez le couple potassium-argon, il faut mesurer argon 40 et potassium 40. Et grâce à la formule suivante, vous allez pouvoir déterminer le temps, sachant que petit t égale 1 sur lambda. Vous ouvrez les crochets, petit log, alors log népérien, et vous ouvrez une première parenthèse, de lambda fois argon 40 divisé par lambda fois argon. Alors lambda, je répète, parce qu'il y a deux lambda à mesurer. Il y a le lambda total et le lambda de l'argon. Donc je répète. Alors, pour mesurer le temps petit t, donc c'est petit t égale 1 sur lambda total. Petit log, alors vous ouvrez le crochet, bien sûr. Petit log et vous ouvrez la parenthèse de lambda total fois argon 40, donc la quantité d'argon 40, le tout divisé par lambda de l'argon, donc spécifique à l'argon, fois K40, donc le potassium 40. Et vous fermez la parenthèse. Plus 1. Et vous fermez le crochet. Si vous utilisez le couple uranium-plomb, eh bien vous mesurez la quantité de plomb 206 que vous divisez par la quantité d'uranium 238, et ça vous donne ce que vous devez mettre sur l'axe des ordonnées, en fonction de plomb 207 sur uranium 235. Donc vous obtenez une courbe et vous pouvez mesurer directement le temps petit t sur la courbe. Donc vous pouvez utiliser cette datation absolue et une échelle chronostratigraphique. Donc vous pouvez obtenir une datation relative qui est une succession des associations de fossiles stratigraphiques qui permet de découper le temps en intervalles et que l'on verra dans un autre cours, concernant la datation relative évidemment. Et la datation absolue va vous permettre de déterminer des âges absolus
par exemple moins 23,5 millions d'années, donc entre le néogène et le paléogène, moins 66 millions d'années entre le paléogène et le Crétacé, et moins 135 millions d'années entre le Crétacé et le Jurassique, par exemple. À noter que à moins 66 millions d'années, vous pouvez aussi, par exemple, utiliser en parallèle la datation relative, donc c'est-à-dire la succession de fossiles stratigraphiques qui vous permet de découper le temps en intervalles. Alors, datation absolue, donc c'est pas toujours évident à comprendre. Quel est le principe de datation absolue, hein? Donc si on reprend un petit peu les choses, sans polariser sur les formules en fait, eh bien la datation absolue, elle va utiliser certaines propriétés que l'on appelle des propriétés radioactives d'isotopes qui sont contenues dans les objets à dater. Alors, en réalité, donc il faut analyser des fragments qui peuvent être une roche ou un être vivant. Ou bien des minéraux également, donc les minéraux constituant les roches évidemment. Il y a ce que l'on appelle un isotope pair qui sera radioactif et qui sera instable et qui va se désintégrer de manière continue et de manière tout à fait irréversible en ce que l'on appelle l'isotope fils qui lui est radiogénique. Et selon une constante de désintégration lambda déterminée expérimentalement et qui sera donc spécifique. Alors, il y a une régularité qui permet d'utiliser les isotopes radioactifs comme des chronomètres, donc pour mesurer une échelle de temps. Donc, l'isotope radioactif, il se caractérise tout le temps, enfin, entre autres, par ce que l'on appelle la demi-vie, que l'on appelle en général grand T. Cette demi-vie correspond à la durée au bout de laquelle une population initiale grand N indice 0, donc on a 0, est divisée en 2. Elle est déterminée par une formule, et la formule est grand T égale log népérien de 2 sur lambda. La désintégration de l'isotope pair va suivre la loi suivante appelée loi de désintégration radioactive. Grand N égale grand N0 fois E puissance moins lambda T. Cette fermeture, alors quelle fermeture? N0, je ne vous ai pas précisé, c'est le nombre initial de l'isotope pair dans l'objet. Grand N, nous l'avons dit je crois, c'est le nombre au temps T, donc nombre actuel en fait, de cet isotope dans l'objet. Et petit t, c'est la durée depuis laquelle l'échantillon analysé est fermé. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, cette fermeture, elle va correspondre à un arrêt de tout échange en isotope entre le système analysé et son environnement. Cette fermeture va être contrôlée par plusieurs paramètres et entre autres par la température. Alors plus le minéral par exemple va refroidir et plus le système sera fermé. Par exemple, lorsque l'on utilise des minéraux dont la température de fermeture est proche de la température de cristallisation des magmas, eh bien nous pouvons dater la formation d'une roche magmatique, c'est-à-dire d'une roche qui peut être plutonique ou d'une roche qui peut être volcanique. Une roche magmatique, c'est simplement une roche qui provient d'un magma. Alors, des minéraux de plus basse température de fermeture vont donner également l'âge de son refroidissement. Dans le cas des roches qui ont subi des transformations et que l'on appelle des roches métamorphiques, eh bien la température qu'a subi la roche va pouvoir dépasser la température de fermeture de certains de ces minéraux. Le chronomètre est alors remis à 0 et ne se fermera que lorsque la température passera au-dessous de celle de fermeture du système. L'âge que vous allez obtenir est alors celui de l'âge du métamorphisme. Donc, nous pouvons obtenir plusieurs âges pour une même roche qui ne sont pas interprétés de la même façon, bien entendu. Lorsqu'une roche magmatique va se former, c'est une chose.
par exemple une roche plutonique ou une roche basaltique, ou une roche volcanique, je veux dire, de type basaltique ou de type andésitique, admettons, hein, eh bien, donc l'âge que vous allez obtenir pour la formation de cette roche magmatique n'est pas forcément le même âge correspondant à cette roche qui va subir un métamorphisme. Voilà. Donc on aura deux temps différents, l'âge de la formation de la roche magmatique en elle-même, pour elle-même, proprement dite, entre guillemets, et l'âge au niveau duquel cette roche s'est transformée en une roche magmatique. Bon, hein, je bafouille un peu là. Alors, comment est-ce que l'on peut utiliser des radiochronomètres? Eh bien oui, donc comment est-ce que l'on peut les utiliser? Eh bien en général, on ne peut généralement pas utiliser la loi de désintégration radioactive pour deux raisons. Soit la quantité initiale de l'élément pair dans l'échantillon n'est pas connue, et celle de l'élément fils n'était peut-être pas nulle au moment de la fermeture du système. Le choix du radiochronomètre dans ces conditions va dépendre de l'âge supposé de l'objet que vous allez pouvoir dater et qui peut être appréhendé par datation relative, évidemment. Concernant le radiochronomètre rubidium sur strontium, dont le rubidium 87 est l'isotope pair et le strontium 87 est l'isotope fils, on effectue plusieurs mesures de l'objet à dater, à partir desquelles on trace une droite de régression que l'on appelle la droite isochrone. Dans le graphique, quantité de strontium 87 sur quantité de strontium 86 égale F, c'est-à-dire en fonction de rubidium 87 sur rubidium 86. On obtient un coefficient directeur, petit a, qui va permettre de calculer un âge grâce à l'équation petit t égale log de, entre parenthèses, petit a plus 1, vous fermez la parenthèse, le tout divisé par lambda. Donc, concernant le radiochronomètre potassium sur argon, dont le potassium 40 est l'isotope pair et l'argon 40 est l'isotope fils, on calcule l'âge avec une équation spécifique, c'est petit t égale 1 sur lambda total, ouvrez les crochets, logarithme népérien, ouvrez la parenthèse, lambda total fois argon 40, divisé par lambda de l'argon, multiplié par K40. Fermez la parenthèse, plus 1, fermez les crochets. Quant au radiochronomètre uranium sur plomb, il utilise l'uranium 238 qui se désintègre en plomb 206 et l'uranium 235 qui se désintègre en plomb 207. On détermine un âge en plaçant des mesures de l'objet sur la courbe. La datation absolue a permis d'attribuer des âges absolus à l'échelle chronostratigraphique. Cette chronologie absolue peut être vue sous deux aspects différents. L'aspect désintégration d'un isotope radioactif, qui va nous conduire à une formule. Et si P0 est inconnu, eh bien, il y a la méthode de la droite isochrone. Donc globalement, en désintégration d'un isotope radioactif, vous construisez le graphe quantité de l'isotope en fonction du temps. Donc vous avez une courbe décroissante globalement, correspondant à l'élément pair qui disparaît, et vous avez une courbe globalement croissante qui va correspondre à l'élément fils qui apparaît. Et au croisement de ces deux courbes, vous allez avoir une correspondance avec avec grand T, donc le temps grand T, qui s'appelle la période.
Et bien sûr, la période correspond à, si on part de la quantité d'isotope initiale, si c'est P0 par exemple, eh bien P0 sur 2 correspondra à la moitié de l'isotope qui a disparu. Et donc la moitié de l'apparition de l'élément fils. Et donc on a des points d'intersection, grand T pour la période et P0 sur 2. Voilà, nous avons précisé l'essentiel concernant le principe de la datation absolue. On a bien parlé des isotopes paires radioactifs qui, par désintégration radioactive, donnent des isotopes fils. On a pris l'exemple du sablier pour montrer qu'un nombre d'isotopes paires grand N mesurable va donner, par désintégration radioactive, un nombre d'isotopes fils grand N petit t mesurable, avec la jonction entre la partie haute et la partie basse du sablier. C'est une image, évidemment, qui correspondrait à la constante de désintégration lambda radioactive connue. Donc on a donné une formule qui permettait de calculer le temps écoulé depuis la fermeture du système. On avait bien grand N indice petit t égale grand N et entre parenthèses E lambda t moins 1. Donc application de la datation absolue aux roches, on a vu que on a parlé des principales roches qui étaient datées étaient des roches magmatiques et des roches métamorphiques, avec les échantillons utilisés qui étaient qui permettaient la mesure des isotopes. Donc ça pouvait être des minéraux, des fragments de roche. Et le phénomène daté, on pouvait dater la cristallisation de la roche, ou bien son refroidissement, ou bien son métamorphisme. Et puis on avait donné donc des méthodes de détermination de l'âge, en prenant l'exemple du couple Rb sur Sr, c'est-à-dire rubidium sur strontium, l'exemple du couple potassium-argon, et l'exemple du couple uranium-plomb. Voilà, donc datation absolue et échelle chronostratigraphique peuvent être utilisées en parallèle pour affiner un peu les méthodes de recherche des âges par datation absolue et puis éventuellement par datation relative que nous avons expliqué dans un autre cours. Alors, bien se souvenir qu'un chronomètre radioactif, on dit aussi radiochronomètre, c'est un couple d'atomes qui permet d'obtenir des estimations quantitatives de l'âge d'événements géologiques en se basant sur la loi de la désintégration radioactive. La courbe que l'on appelle quelquefois la courbe Concordia, c'est une courbe de coordonnées paramétriques y sur x avec y égale le plomb 206 sur l'uranium 238 et x égale, donc j'ai bien dit avec y égale, plomb 206 sur uranium 238 et puis x égale 207, enfin le plomb 207 sur l'uranium 235. Donc c'est le lieu des points dont l'ordonnée et l'abscisse vont donner des âges identiques pour chacune des méthodes uranium sur plomb. Donc bien se souvenir que la demi-vie d'un isotope, qu'on appelle également la période, c'est le temps nécessaire à la désintégration de la moitié des éléments pairs radioactifs. La désintégration radioactive, c'est donc on a un élément radioactif contenant un atome instable va se désintégrer spontanément en libérant une particule riche en énergie et donne naissance à un isotope stable. La droite isochrone, bien connaître également, donc c'est une droite qui est formée par l'alignement d'échantillons ayant une même composition isotopique et le même âge. La pente de cette droite permet de calculer l'âge de la roche. Fermeture du système, on rappelle que c'est le moment à partir duquel l'échantillon est isolé du milieu extérieur. L'isotope fils radiogénique, c'est un isotope stable, et l'isotope pair radioactif, c'est un isotope instable. Bon voilà, c'était le bilan concernant la datation absolue. Le cours est terminé. Merci.